L'environnement international est devenu très compliqué pour les exportateurs. Le risque pays, c'est une donne importante et est redevenu aussi important que le risque client. La volatilité des monnaies en rajoute encore dans la complexité. Dans ce contexte, le risque d'impayé est un vrai problème. Comment le gérer et quelles sont les réponses des prestataires qui sont tout autant affectés que les exportateurs dans ce contexte devenu très compliqué. J'appelle pour en parler 3 experts. Christophe Pennelier, directeur commercial France d'Atradius. Je vous invite à passer par les escaliers là. Voilà. Philippe Gresta, qui est responsable des relations internationales de BNP Factor. Et William Gerlach, directeur commercial de France de IBAN First, qui est une fintech des transferts de fonds. Alors, bon, pour faire le lien avec la précédente table ronde sur les questions de conformité qui sont devenues une très grosse contrainte pour les exportateurs, pour les banques aussi, j'ai envie de vous interroger un petit peu sur cette question-là et quelles sont pour vous, comment vous prenez en compte ces questions de conformité. Alors peut-être en commençant par le banquier, par le factor, Philippe Gresta. Comment êtes-vous impacté par ces nouvelles contraintes réglementaires liées à la conformité? Alors tout d'abord, je vous remercie pour cette tribune que vous nous offrez aujourd'hui. Pour faire écho aux précédentes tables rondes, je dirais que les sanctions financières, les sanctions internationales dont on a parlé, elles s'imposent à tous, que ce soit les acteurs financiers ou les acteurs industriels. Et quoi qu'on en pense, on est bien obligé de faire avec. À notre niveau, chez BNP Paribas Factor, on considère que ça n'est pas uniquement le musée des horreurs, là aussi pour faire un autre écho à la précédente table ronde, mais c'est aussi, avant tout, une dimension de plein droit désormais de l'accompagnement de nos clients. En tant que Factor, on est là pour soutenir l'économie réelle, en apportant à nos clients nos prestations habituelles de financement, garantie et gestion. Et il est vrai que depuis maintenant quelques années, cette dimension de sanctions internationales, de compliance pour faire court, on l'a intégrée de plein droit dans notre relation à nos clients et on a un rôle fort de partenariat et de conseil vis-à-vis de nos clients sur ces sujets-là. La priorité numéro 1 étant tout d'abord de protéger nos clients contre les risques qui découlent du non-respect des sanctions internationales qui ont été évoquées précédemment. On ne le fait pas tout seul, bien évidemment. Alors, on a bien évidemment nos propres équipes internes de conformité, mais aussi tout le corps, je dirais, commercial de l'entreprise qui est sensibilisé à ces problématiques-là. Et on le fait également en partenariat étroit avec des assureurs crédits. Ça tombe bien, j'en ai un à ma gauche. Puisque ce sont des problématiques, comme je le disais tout à l'heure, qui s'imposent absolument à tout le monde. Mais en aucun cas, elles ne nous empêchent de faire notre métier, qui est d'accompagner, je voudrais que ce soit clair et qu'on le dise clairement, en aucun cas, les sanctions internationales ne nous empêchent d'accompagner les clients, et notamment les clients exportateurs. Et Christophe Pennelier, sur les assureurs crédits, comment vous les prenez en compte? Quel est leur impact déjà sur votre activité et ensuite sur peut-être aussi l'appréciation du risque, parce que les tensions liées à ça, la guerre commerciale, c'est quand même pas, ça impacte beaucoup le risque aussi. Oui, mais enfin là on est dans un sujet qui est, que je vais distinguer d'une dégradation à venir de l'environnement économique lié aux guerres commerciales, liées au Brexit. C'est un certain nombre d'éléments qui pèsent lourdement sur la gestion de nos risques. Mais là, on est vraiment, à proprement parler, sur un problème de compliance. Et là, on a, je dirais, les mêmes politiques que nos amis Factor. C'est-à-dire qu'on est effectivement soumis aux réglementations. On a une vision plutôt large de ces réglementations, notamment, on parlait des sanctions. Les sanctions, il y a des sanctions au niveau de l'Union européenne, il y a également des sanctions au niveau international, il y a des sanctions au niveau américain. Bon, ce sont des éléments qu'on intègre dans nos offres et dans l'accompagnement que nous avons de nos assurés. Donc nous appliquons strictement
ces règles au sein de nos contrats d'assurance crédit. Ça, c'est la partie, je dirais, compliance sur le risque à l'international, sur le risque pays. Après, s'en ajoutent d'autres qui sont des règles de plus en plus strictes qui nous ont été recommandées et maintenant imposées par nos régulateurs, mais qui sont des règles de bon sens, qui est de bien connaître nos clients, de bien veiller à la légalité de leurs activités et de leurs prestations, à éviter tout ce qui pourrait s'assimiler à du blanchiment, à regarder de près, effectivement, on avait, pour donner un exemple, pendant des années, quand on entrait un nouveau client au sein de la société, il y avait un nombre de vérifications qui était beaucoup plus légère que ce qu'on est amené à faire aujourd'hui. Ce qui implique d'ailleurs plus de monde, plus d'équipes pour vérifier les qualités et la probité des clients que nous rentrons. D'autant qu'effectivement, aujourd'hui, une police sur deux qui est signée vient en support d'un financement avec un facteur. Donc ce rôle à l'introduction est particulièrement important. D'accord. William Garlack, j'ai envie aussi de vous poser la même question. IBAN First, vous faites du transfert de fonds de façon complètement digitalisée avec les nouvelles technologies, etc. Mais est-ce que vous n'êtes pas un établissement financier, vous ne financez pas, mais vous assurez ce service-là. Est-ce que vous êtes impacté par ces nouvelles réglementations et comment vous l'êtes en fait ? Oui, alors, tout à fait. Alors, IBAN First, c'est un établissement de paiement qui est spécialisé dans la gestion de devises pour entreprises. Aujourd'hui, on gère plus de 30 devises, dont le dollar américain. Donc nous, on est vraiment responsable des flux que reçoivent nos clients et des paiements qu'ils émettent. Donc on est très vigilant concernant les pays où on envoie des fonds. Vous parlez des États-Unis, on fait très attention, notamment le dollar représente 95% de nos flux aujourd'hui. Donc on fait très attention, on envoie du dollar américain, puisqu'il y a encore aujourd'hui des pays sous embargo, on ne peut pas envoyer de dollars, donc on fait beaucoup attention à ça, et les États-Unis font très attention à la manière dont est gérée leur monnaie, où elle va, à quoi elle sert et d'où elle vient. Donc on a une matrice de risque automatisée en interne, où il y a des paiements qui ne partent pas en fonction de la destination des pays, sans qu'on ait un justificatif économique, ou dès qu'il y a vous avez parfois des mots qui font tilt dans les systèmes de paiement, aujourd'hui dans le système SWIFT, donc pour les virements internationaux, et donc des fois Quel type de mot fait tilt dans le système SWIFT ? On a un exemple, on travaille avec une société qui fait des pistolets à billes, et donc dans sa raison commerciale, il y a le mot gun qui apparaît, et donc du coup quand vous faites un virement en dollars avec le mot gun dedans, tout de suite vous êtes sûr que c'est bloqué pendant au moins 2 semaines. Okay. Donc on a appris à gérer ça, on apprend le métier de nos clients, on apprend à les accompagner pour nous prendre les devants de nos côtés et avoir une communication assez transparente avec les partenaires bancaires avec lesquels on travaille aujourd'hui, puisque sur les virements internationaux, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent partout dans le monde tout seul, vous faites appel à des banques correspondantes avec lesquelles vous travaillez. C'est très compliqué d'arriver à nouer des relations de confiance avec les banques correspondantes avec lesquelles on travaille, et donc on va absolument bien les soigner et les conserver pour permettre à nos clients d'émettre des virements internationaux et d'en recevoir d'une manière très rapide pour que tout soit rapide. Et ça, c'est en travaillant dans la transparence avec nos partenaires aujourd'hui. Et au niveau, c'est ce que disait Christophe juste avant, c'est que nous, au niveau des KYC de nos clients, bien qu'on soit un établissement de paiement, le KYC n'est pas plus souple pour ouvrir un compte. Il est tout à fait égal à celui d'une banque traditionnelle. Il a été aussi automatisé du fait de la jeunesse de la société, et c'est aujourd'hui notre raison d'être. Mais on va chercher des éléments pour comprendre la société, comprendre son activité, et on fait très attention également justement à la provenance des fonds pour lutter aussi contre le blanchiment d'argent. D'accord. On a beaucoup parlé également, depuis le début de ce forum, c'est son thème, sur l'impact, la montée du protectionnisme, les tensions commerciales, les problèmes de sanctions internationales. Est-ce que tout ça a un impact concret sur le risque d'un pays ? Puisqu'on n'est pas là pour en parler, en fait, très concrètement. Alors, je m'adresse d'abord à la surcrédit. Est-ce que, grosso modo, les risques pays sont en hausse chez vous ? Et comment ça se traduit exactement ? On peut parler également du Brexit, c'est à nos portes, c'est tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point là-dessus, très concrètement ? Oui, concrètement, effectivement, le risque pays est un point clé dans l'analyse des assureurs crédits. Alors, je ne dirais pas que
globalement, le risque pays se dégrade. Je pense qu'il faut aller dans le détail. Il faut faire attention pays par pays. On a d'ailleurs des équipes qui suivent spécifiquement les pays, l'évolution des législations, notamment en termes commerciaux, en termes financiers, pour suivre les risques que prennent nos entreprises à l'exportation. Ce qu'on suit maintenant d'un peu plus près, effectivement, je vais dire, l'évolution de la guerre commerciale sino-américaine, effectivement, comme tout le monde, on est très petit par rapport à ça, mais comme tout le monde, on regarde ça de près. Nous avons évalué le risque d'un impact, si cette guerre devait se durcir fortement, un risque d'un impact maximum de à peu près d'une baisse de 2,3% sur les échanges internationaux. Donc c'est une baisse significative. Ça, c'est un point qu'on est amené à suivre. Et ensuite, pour le Brexit, là, effectivement, nous avons une équipe de surveillance qui est entièrement dédiée au Brexit. Mais dans cette approche-là, on est vraiment, comme toujours, et c'est le propre de l'assureur crédit, c'est d'être toujours sur du cas par cas et sur société par société. Le risque, nous le portons sur les sociétés, effectivement dans un cadre national, dans un cadre pays, avec les contraintes que cela suppose. Mais avant toute chose, c'est de voir un petit peu comment les sociétés, au cas par cas, sont armées pour pouvoir évoluer. Dans le cadre du Brexit, par exemple, là, nous avons des informations de flux qui sont extrêmement précis. À partir du moment où nos assurés nous déclarent leur chiffre d'affaires pays par pays, nous voyons quels sont ceux qui sont les plus exposés au risque en Grande-Bretagne. La même chose pour mes collègues à Tradius en Angleterre qui suivent également les risques des autres sociétés anglaises qui sont exposées par rapport à leurs exportations dans l'Union européenne. Donc ce sont des choses qu'on va suivre, non pas de manière globale, générale, avec des actions qui seraient aveugles, qui seraient donc inefficaces et surtout préjudiciables à nos clients, mais plutôt au cas par cas, il y a des sociétés qui résisteront bien au Brexit, d'autres qui auront beaucoup plus de mal à s'en sortir, et il faudra à ce moment-là qu'on puisse agir. D'accord. Alors très concrètement, vous êtes plutôt en phase de restriction ou d'expansion de vos couvertures de risque? Dans le détail, donnez-nous quelques lignes de force. On a, comment dire, segmenté notre portefeuille client entre entreprises très exposées, moins exposées, et celles qui ne sont pas du tout exposées ou de manière occasionnelle. Et à partir de là, effectivement, on va prendre les autres sociétés les plus exposées, on va regarder leurs critères financiers, leurs caractéristiques commerciales, voir si elles peuvent trouver des marchés de substitution ou pas. Et en fonction du degré de dépendance sur le marché anglais ou sur les importations pour les Anglais vers l'Union européenne, à ce moment-là, on prendra des mesures de réduction de nos engagements sur ces sociétés. Donc je répète, c'est vraiment du cas par cas. D'accord. Et y a-t-il aussi, comment dire, y a-t-il plus de pays compliqués globalement, plus de pays quand vous révisez je sais chaque année quand tous les assureurs crédits le font. On a eu un exposé là en début d'année d'un autre de vos confrères. Vous faites toutes vos révisions de cartographie du risque pays. Vous êtes plutôt en phase de rougissement ou de verdissement de vos risques de ce côté-là? Non, en phase de verdissement, non. En phase de rougissement, je dirais de manière très modérée. Ça va vraiment être très très dépendant de chacun des pays. Ce qu'on constate nous aujourd'hui, c'est une remontée générale, et je vais parler peut-être un peu plus précisément de l'Union européenne, une remontée générale des sinistres, de la sinistralité. Ouais. On a un peu plus de défaillance, mais en même temps, on part d'un poids très bas, à peu près dans tous les pays. Donc aujourd'hui, cette remontée des défaillances, elle n'est pas le signe d'une dégradation forte de l'environnement économique, mais plus, je dirais presque un retour à la normale, avec des années précédentes qui ont été exceptionnellement bonnes. Les résultats des assureurs crédits en attestent, ont été exceptionnellement bonnes sur le plan de la sinistralité. Donc ça, effectivement, ça remonte. Il y a des pays où c'est un peu plus préoccupant que d'autres. Alors, ceux qui sont en voie de rougissement, je dirais, bien évidemment, l'Italie, qui est une situation qui nous inquiète et sur laquelle nous avons beaucoup d'engagement. Nous avons également des pays sur lesquels nous sommes très présents, comme la Turquie, sur lesquels nous avons resserré notre surveillance. Et puis, globalement, l'inquiétude générale, je dirais, des assureurs crédits, c'est plus sur le court terme, voire le moyen terme, une dégradation générale de l'économie qui serait, là par contre, le fruit de guerre commerciale, le fruit d'un ralentissement général.
J'en profite pour vous poser une question, parce que vous faites partie des grands assureurs crédits français qui sont partenaires du gouvernement dans un nouveau dispositif qui s'appelle Cap Export. C'est un dispositif de réassurance dans lequel l'État vous réassure si vous vous retirez d'un pays. Alors il y a une liste de pays qui a été établie. Je ne vais pas les citer tous, il y en a 17 pour l'instant. 17, oui. Angola, Azerbaïdjan, Bangladesh, Kazakhstan, Koweït, enfin bon, c'est public, il n'y a pas de problème. Mais ce dispositif n'a pas encore marché, il n'a pas du tout fonctionné. Pourquoi ? Moi, je pense que ça dépend. Il y a une raison très simple, c'est que l'export français est à 90% d'export qui se fait vers l'Union européenne. Ouais. Donc déjà, le besoin, il est un peu moins fort que pour des pays importants comme nos pays voisins. On n'est pas un pays, la France, de très grand export. On aimerait le devenir, mais on n'est pas encore un pays de très grand export. Et puis la liste des pays dans lesquels, qui a été établie avec l'État est une liste de pays vers lesquels aujourd'hui même le niveau d'export français est très faible. J'ai fait le calcul justement pour notre réunion. On a à peu près 6 milliards sur l'ensemble de ces pays. On a à peu près 6 milliards en cumulé de chiffre d'affaires à l'export sur ces pays, partant de France, alors que l'export français fait à peu près 650 milliards. Donc on est à 1% de l'export français. Donc que le démarrage du Cap Export soit lent et n'ait pas donné à un boom en termes de souscription, c'est aussi très très logique par rapport à la structure de l'exportation française. D'accord. Ok. Philippe Grestard, alors l'activité des facteurs, c'est souvent lié aux assureurs crédits, surtout à l'export, plus qu'à l'export d'ailleurs qu'en domestique. Non, quasiment tout le temps en fait. Vous êtes en phase d'expansion, c'est-à-dire d'offres nouvelles sur des pays nouveaux, ou est-ce que vous êtes en phase de restriction actuellement à l'export ? Écoutez, à l'heure actuelle, et je rebondis sur ce qui vient d'être expliqué, notre activité d'accompagnement des entreprises, notamment les entreprises exportatrices, n'est absolument pas en phase de repli. Pardon. Pourquoi ? Parce que, d'une part, nous avons des possibilités d'intervention qui sont quand même assez larges, donc sur quand même un nombre de marchés export importants, grâce notamment au partenariat que nous avons avec les assureurs crédits, mais aussi par notre appartenance à une fédération internationale de facteurs qui s'appelle FCI, qui a des représentants dans à peu près 90 pays dans le monde. Donc ça veut dire que on a la possibilité d'intervenir sur la plupart de ces 90 pays. Donc il n'y a aucune raison, compte tenu des conditions de marché à l'heure actuelle, qui expliquerait qu'on soit en phase de retrait. On est plus que jamais en phase d'accompagnement des clients, et notamment des clients exportateurs, que ce soit en Europe, bien évidemment, parce que, comme ça vient d'être répété, très majoritairement l'exportation française est réalisée dans l'Union européenne, mais aussi au-delà, vers les zones économiques les plus dynamiques. N'oublions pas l'Amérique du Nord qui reste quand même extrêmement importante comme marché pour les exportateurs. Donc on peut intervenir en devises, bien évidemment, aussi. Et les pays d'Asie tels que Japon, Chine, etc. Donc pas de restrictions, pas de phase de retrait. On a, encore une fois, en tant que facteur, on n'a pas du tout, je dirais, de raison de se montrer plus frileux que n'est le marché, étant donné les potentialités que nous offrent les partenariats avec les assureurs crédits et notre appartenance à cette fédération FCI, et aussi étant donné la gamme de produits quand même particulièrement large que nous avons à la disposition des exportateurs, que ce soit de l'exportation, enfin de la facturage qu'on appelle notifié, géré, ou de la facturage sur base confidentielle, qui est examiné au cas par cas, client par client. Donc, absolument pas de phase de retrait à l'heure actuelle. D'accord. Monsieur Gerlach, vous êtes sur un autre type de risque. Enfin bon, on est sur une chaîne de valeur financière. C'est un risque très important, c'est le risque de change. Hein. Il impacte tout autant les exportateurs que les importateurs. Très important, on les oublie souvent, ceux-là. D'abord, une question de conjoncture. Est-ce que les tensions commerciales actuelles et les incertitudes, grosso modo, que nous avons actuellement dans le monde, je ne parle même pas des incertitudes géopolitiques, est-ce que ça a un impact sur le risque de change en général et sur la volatilité des changes ?
Oui, c'est un impact. Alors d'un point de vue des exportateurs, le contexte le plus actuel, c'est celui du Brexit. Hein, on en parlait précédemment. On a quelques clients chez nous qui ont des filiales qui sont au Royaume-Uni et qui ont plusieurs craintes. La première crainte, c'est que vaudra la paire de l'euro GBP d'ici quelques mois ou d'ici l'année prochaine, puisque je pense qu'on est dans un flou artistique total depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant, et on ne sait pas du tout comment ça va se passer et surtout quand. Je pense maintenant il y a une question de savoir quand en fait le Brexit va être appliqué ou pas. Donc il y a ce risque-là, et puis il y a le risque aussi de nos clients qui vendent au Royaume-Uni et qui en 3 ans ont subi une évolution de la paire euro-GBP de 30%. Donc aujourd'hui, vous avez des sociétés qui ont dû revoir leur prix en livres sterling, donc qui ont dû renégocier avec leurs clients au Royaume-Uni, qui n'étaient pas couvertes à ce moment-là. Donc entre-temps, on les a accompagnés justement pour, dans ce moment un peu critique, voir comment on peut les accompagner pour limiter leur exposition par rapport aux fluctuations qui sont attendues. Et ça, c'est vraiment notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner nos clients pour limiter leur exposition sur la volatilité du marché, pour pas qu'il y ait un impact sur la marge commerciale. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de signer un contrat et que 6 mois plus tard, en fait, on y perd de l'argent parce que le marché a évolué et que la valeur d'une monnaie soit telle que l'opération n'est plus rentable pour nous. Donc il y a ce risque-là. On a beaucoup de... Ce qui est impressionnant et ce que je trouve assez bluffant, c'est que j'ai mes clients qui ont des filiales au Royaume-Uni. Il y a 3-4 mois, ils ont fait des grosses opérations et je leur dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as signé un gros contrat? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il me fait non, en fait, j'ai peur qu'on ferme les frontières du jour au lendemain, donc j'ai envoyé 6 mois de stock pour ma filiale là-bas pour être tranquille parce que je veux pas en plus m'exposer au risque de frontières qui nous pend au nez. Donc il y a un double effet sur l'effet du Brexit. Il y a en effet l'aspect volatilité du marché d'échange, mais il y a aussi comment vont transiter la marchandise entre le Royaume-Uni et l'Europe à terme. Et ça aura un impact aussi pour toutes les sociétés qui travaillent aujourd'hui activement avec le Royaume-Uni. De l'autre côté, de point de vue des importateurs, il y a aussi une exposition par rapport à ceux qui achètent, par exemple, en dollars américains. Vous avez beaucoup de sociétés aujourd'hui où beaucoup des flux en dollars, au final, vont vers l'Asie, transitent vers l'Asie, puisque surtout vers la Chine qui est très friand du dollar américain. Et ce qu'on constate en fait, c'est que aujourd'hui les sociétés françaises achètent en dollars américains en Chine parce que le fait de convertir des euros en dollars, ils ont un peu plus de dollars en poche, ça leur donne un pouvoir d'achat supérieur en Asie, mais ils ont un coût de transfert de la marchandise entre l'Asie et la Chine qui est plus élevé que s'ils se fournissaient en Europe. Et il y a 2 ans, lorsque l'euro-dollar était assez bas, était passé en dessous des niveaux de la barre des indices, donc lorsque l'euro s'est changé pour 1,06 ou 0,7 dollars américains, on a augmenté pour certains types de nos clients une diminution de leur flux en dollars américains. Et là aussi, le réflexe de nos commerciaux a été de prendre contact avec nos clients pour leur demander qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les flux ont diminué? Est-ce qu'on doit revoir notre offre, se repositionner? Et leur réponse a été non, en fait, moi maintenant, acheter en dollars, ça ne m'intéresse plus parce que le dollar est beaucoup trop cher. Donc je vais acheter en Europe de l'Est où le coût unitaire du bien est plus élevé, certes, mais en fait, en termes de coût de transfert, ça me coûte... un report des flux sur... Exactement, il y a un report de flux vers l'Europe de l'Est. Ouais. Et c'est des choses qui se font parfois lorsque l'euro-dollar est en mouvement baissier, et parce que le coût de transfert de la marchandise qu'ils achètent vers l'Europe depuis l'Europe de l'Est est tellement moins élevé que depuis l'Asie, que pour eux, l'opération est plus rapide en termes de livraison, donc ça c'est un réel coût, et souvent aussi de meilleure qualité en fonction de ce qu'ils achètent dans les pays concernés. Vous proposez des solutions de transfert dans 25 devises. Qu'est-ce qui détermine le fait que vous faites telle devise et pas telle autre? Alors aujourd'hui, un petit peu plus, on est rendu à 30, on en a ouvert quelques-unes depuis qu'on a échangé, et on en ouvre 20 prochainement. Lorsqu'on a créé Banfirst, on a décidé de se positionner sur les paires de devises majeures qui sont les plus traitées sur les marchés financiers aujourd'hui, qui concernent les
les entreprises aujourd'hui d'une manière assez conséquente. Donc vous avez des devises qui sont assez liquides, qu'on qualifie de vanille, donc où vous trouvez assez de liquidités, assez de fournisseurs de liquidités en devises et de partenaires bancaires. La particularité qu'on a chez BaNFirst, c'est que on met à disposition de nos clients des comptes qui sont nominatifs. Ça veut dire qu'ils ont un IBAN dédié par devise avec un numéro de compte qui leur est dédié, et ce sont les seuls à détenir ce numéro de compte. D'accord ? Donc on ne fonctionne pas du tout avec des systèmes de compte piscine, comme c'est le cas pour des acteurs qui s'adressent plus à des particuliers. Donc en termes, on a vraiment une ségrégation des fonds qui est important pour tracer les fonds de la société qu'elle dépose chez BaNFirst. Et donc du coup, quand vous travaillez avec des comptes nominatifs pour vos clients, eh ben, on doit arriver à trouver des comptes dans ces devises-là sur lesquels nos clients peuvent faire des dépôts. Et donc il a fallu à la fois trouver des fournisseurs de liquidités dans les devises et aussi trouver des partenaires bancaires qui allaient nous donner des comptes qu'on allait pouvoir utiliser pour nos clients. Donc trouver des acteurs qui vous prêtent des comptes en dollars et qui vous donnent accès à de la liquidité sur du dollar américain, c'est facile, ça se trouve assez facilement. Trouver un même setup pour du réal brésilien ou du peso argentin, c'est un petit peu plus compliqué à trouver et à mettre en place. Donc on s'est d'abord concentré sur ce qui pour nous avait plus de sens et ce qui représentait le plus gros de volume en termes d'activité, avant de se déployer vers des devises un peu plus exotiques. D'accord. Alors, on va en venir maintenant concrètement. Pour les PME, c'est extrêmement compliqué quand même d'évoluer dans le contexte actuel. Et comment peuvent-elles faire à des coûts abordables, bien entendu, pour gérer le risque d'un pays? La question, je vous la pose. Vous avez parlé tout à l'heure d'une augmentation de la sinistralité. Donc ça veut dire que les risques augmentent de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour améliorer cette façon de gérer et surtout passer entre les gouttes, quoi? Déjà, je pense que c'est un sujet qui est assez passionnant, qui est celui de l'export et des PME. Et je pense qu'il faut l'aborder, et nous l'abordons avec nos clients sous l'angle de projets de développement. Pour les PME, l'export est quelque chose d'un peu effrayant de prime abord, on ne sait pas par quel bout le prendre quand on veut se lancer à l'export. Il y a beaucoup d'aides, il y a beaucoup de sollicitations de part et d'autre. Et puis, pour une PME, ça peut être un vrai projet d'entreprise. Donc, d'abord, il faut voir aussi des choses de manière assez positive. Ça nécessite des investissements, ça c'est humain, ça nécessite un certain nombre d'adaptations. C'est un beau projet d'entreprise pour une PME. Alors, ceci dit, les PME hésitent beaucoup face à l'exportation parce que leur première crainte, et les enquêtes l'ont montré, la crainte numéro 1, c'est la crainte de l'impayé. L'impayé, son corollaire, le recouvrement. C'est-à-dire qu'on pense pouvoir recouvrir beaucoup plus facilement en France que quand on est loin de ces bases. Donc sur ce point-là, effectivement, l'assurance crédit est un outil pour les PME qui leur permet d'une part de profiter du risque numéro 1 de l'assureur crédit qui est la prévention des risques, l'aider à faire le tri dans les prospects potentiels qu'il peut avoir à l'étranger, lui indiquer également les pays à risque et les pays où il pourra travailler de manière beaucoup plus sereine. Donc cette prévention est très importante. Et ensuite, effectivement, le deuxième service qui est important dans l'assurance crédit, c'est le recouvrement et puis, le cas échéant, l'indemnisation. Donc la protection de son actif principal qui est l'actif client. Le recouvrement est un point qui est extrêmement important parce que c'est un coût extrêmement lourd pour une PME quand elle se lance seule à l'export. Si vous vous retrouvez avec des impayés à recouvrir dans des pays où la législation est différente, où il faut faire appel à des avocats localement, le coût peut devenir rapidement extrêmement lourd pour une PME. Donc à ce titre-là, là aussi, les assureurs crédits proposent dans leur police un recouvrement intégré qui n'amène pas de surcoût pour la PME, PMI. Donc c'est un outil qui est extrêmement important. On le voit bien d'ailleurs dans le développement commercial qu'on peut avoir depuis quelques années. C'est un des facteurs numéro 1 d'achat d'assurance crédit. Ce sont des entreprises qui se développent à l'export et qui ont besoin de sécuriser ce risque à l'export. Le facteur qui marche main dans la main avec l'assureur crédit? Oui, effectivement, je confirme qu'on marche main dans la main avec l'assurance crédit et
pour aller encore plus loin dans ce qui vient d'être expliqué, bon, ce qui vient d'être expliqué finalement illustre la nécessité extrêmement forte pour une entreprise exportatrice d'être toujours accompagnée, de ne jamais aller seul sur le marché à l'export, a fortiori lorsqu'on est primo-exportateur. Ça peut paraître un petit peu effrayant. Il y a des risques qui n'existent pas forcément sur le marché domestique, à commencer par le risque effectivement de ne pas être payé. Donc ne pas partir seul et donc s'accompagner des bons partenaires. L'assurance crédit en est un. Et au-delà de la protection contre le risque d'impayé, je pense qu'il faut faire aussi faut être extrêmement vigilant sur ces sources de financement et la pérennité du financement, alors qu'on investit lourdement en R&D, en prospection commerciale, etc. Et c'est là que un facteur tel que BNP Paribas Factor peut intervenir en offrant donc la possibilité aux entreprises, pas seulement exportatrices, mais là on va parler spécifiquement des exportatrices, d'avoir de la trésorerie en quelques heures, de bénéficier de la protection contre le risque d'impayé sur les acheteurs français et sur les nouveaux marchés à l'export, et aussi sur quelque chose qui est extrêmement important et qui peut être particulièrement chronophage et notamment pour un primo-exportateur, qui est la relance. Alors là, je ne parle pas forcément de recouvrement, on est dans une phase en amont qui est la phase amiable, et c'est quelque chose qui est particulièrement important et qui doit être fait de la façon la plus professionnelle possible. C'est pour cela, par exemple, qu'il est extrêmement important pour un facteur d'être membre d'une fédération internationale telle que FCI. Juste un exemple pour illustrer mon propos. Imaginons une entreprise française qui vend à des acheteurs qui sont situés au Japon. Bien évidemment, depuis la France, on n'est pas forcément très bien équipé pour effectuer une relance amiable efficace sur des acheteurs japonais. Lorsqu'il s'agit de réclamer de l'argent, il n'y a rien de tel que de parler la langue du pays, d'une part, et de bien connaître l'environnement non seulement juridique, mais aussi, parce que c'est très important, l'environnement culturel et l'environnement de communication avec les partenaires commerciaux qu'on a sur place. De ce point de vue-là, dans le cadre de la fédération FCI dont je vous parlais tout à l'heure, on va faire donc appel pour cette prestation à un confrère qui est un facteur lui aussi, qui est au Japon, qui va faire cette prestation en respectant les normes au sens large du terme de son pays, normes qu'elles soient juridiques, culturelles, législatives, etc., et qui assurera de ce point de vue-là donc la prestation la plus efficace possible et qui, in fine, aboutira à sécuriser la transaction export du client, qui lui permettra le coup d'après de continuer à bénéficier de façon pérenne du financement apporté par le facteur grâce au triptyque justement du financement de l'assurance crédit et de ce savoir-faire international en termes de gestion. Alors Jean-Claude Asfour, vous l'avez remarqué, je ne l'ai pas dit, il s'est excusé parce qu'il a des petits soucis de santé. Il me manque parce qu'il vous aurait un petit peu tensé, je pense. Il y a quand même des trous dans la raquette en zone géographique. Par exemple, en Afrique, qui est une zone d'expansion actuellement, c'est pas toujours facile de trouver des couvertures et de trouver du financement. Ah, j'en étais sûre, j'allais entendre la... Alors, bon, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Et oui, en fait, vous êtes en binôme, hein, donc vous êtes liés. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors, tout d'abord, le cas des marchés africains que vous évoquez ici, il peut être important effectivement ponctuellement pour un client. Il est vrai que les marchés africains sont en règle générale difficiles dans la mesure où, pour pouvoir bénéficier d'un financement sécurisé tel qu'il est apporté par le facteur, il faut avoir une bonne qualité d'information économique sur les acheteurs locaux. Et c'est souvent quelque chose qui manque dans ces marchés-là et qui empêche nos partenaires assureurs crédit de faire la prestation telle qu'ils la font sur d'autres marchés. Il y a quelques exceptions, bien évidemment, dans ce paysage-là. Je reprends la formule qui m'a bien plu tout à l'heure du Musée des Horreurs. Ça n'est quand même pas toujours aussi noir et aussi simple que cela. Il y a quand même quelques exceptions, notamment des grands comptes locaux sur lesquels on a tout à fait la possibilité d'intervenir. Donc, où les assureurs crédits peuvent se positionner clairement
avec une bonne qualité de suivi des risques sur les acheteurs en question, qui permettent ensuite aux partenaires financiers tels que les factors de pouvoir financer les créances en question. Mais très clairement, oui, ça reste un marché qui est beaucoup plus difficile que l'OCDE pour faire court. Ça, si, oui, j'ai lu, j'ai vu passer dans la presse que Atradius développait son service recouvrement sur l'Afrique. Donc vous avez quand même une demande. Oui, c'est un marché d'avenir pour l'assurance crédit. Clairement, aujourd'hui, on est encore embryonnaire en ce qui nous concerne sur l'Afrique. Le point clé, et ça a été très bien dit à l'instant, c'est la qualité de l'information. L'information, c'est le nerf de la guerre en assurance crédit. Il faut qu'on ait une information disponible, structurée, pour pouvoir apprécier la qualité du risque. À défaut de cette information, ça devient un peu plus compliqué. Et en Afrique, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, certains pays sont assez difficiles. Maintenant, il ne faut pas non plus avoir une vision trop tranchée de cette question. Nous avons des pays sur l'Afrique sur lesquels nous délivrons des risques sans difficulté. Je pense au Sénégal, je pense au Gabon, je pense à un certain nombre de pays où les acteurs français sont présents, où nous avons une politique d'engagement qui n'est pas du tout aussi restrictive qu'on peut le penser. Maintenant, il faut continuer à se structurer. Un point important également, ce qui rejoint ce qu'on disait sur le couvrement, la gestion du risque, ça nécessite d'être présent sur place. Et Atradius est présent dans une 60aine de pays. Être présent sur place en Afrique est parfois complexe parce qu'il y a des protections très fortes au niveau local, notamment pour ouvrir une filiale d'assurance crédit dans certains pays africains, c'est compliqué. Alors nous passons par des partenariats, nous passons par des prises de participation, nous avons un quart du capital de l'assureur crédit numéro 1 en Afrique du Sud, nous sommes présents également au capital d'un assureur crédit au Kenya, donc on continue sur cette voie-là parce que nous avons besoin, pour pouvoir être pertinents dans nos prises de décision, d'avoir l'appui d'acteurs locaux qui connaissent bien le marché local. Et effectivement, nous avons mis un pied au Maroc pour la partie recouvrement. C'est très compliqué de pouvoir ouvrir des établissements en Afrique. Mais nous allons le faire parce que nous savons pertinemment que dans les années à venir, c'est un marché en fort développement que nous ne voulons pas rater. D'accord, merci. William Gerlach, alors, la gestion du risque de change, moi, j'ai toujours pensé que c'était un service de grands groupes, de grands comptes qui avaient les moyens de se payer les salles de marché des grandes banques internationales, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à une PME ? Et peut-elle le faire vraiment worldwide, c'est-à-dire sur absolument toutes ces positions ? Oui, tout à fait. Alors c'est exactement la raison d'être d'Ibanfer, c'est qu'en termes de produits financiers et d'accès direct au marché du change, on n'a rien révolutionné. On a juste démocratisé des conditions qui sont aujourd'hui réservées à des sociétés cotées, des grands groupes, et donc du coup qui ont beaucoup de volume de change et qui transitent par les banques et les salles de marché en direct aujourd'hui. Et notre offre aujourd'hui, c'est de proposer à nos clients un accès direct au marché du change à travers notre plateforme qui propose des cours de change en temps réel où ils peuvent tout à fait appeler notre salle de marché, pas de commission de change, une tarification très simple et transparente, pas d'abonnement. Et vous pouvez avoir un compte en banque, enfin ça n'a rien à voir avec les comptes bancaires qu'une société peut avoir, c'est ça ? Quand une société ouvre un compte chez IbanFirst, elle va ouvrir un compte en euros, en dollars, en yens, en livres sterling, en fonction de ses besoins, en fonction des devises dont elle a besoin. Donc aujourd'hui, on en couvre une trentaine, mais on lui oblige à rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire ok, vous ouvrez un compte chez nous, il faut verser dessus minimum 100 000 euros. C'est pas du tout le but et notre idée et notre raison d'être. Ce ne sont pas des comptes, c'est des comptes de transit qu'on met à disposition de nos clients. Ce ne sont pas des comptes de dépôt. Donc l'idée, c'est que nos clients effectuent avec nous une transaction, ils règlent la contre-valeur de la transaction et l'opération se dénoue, tout simplement. Donc voilà, c'était vraiment le premier but, c'est de donner accès à de la liquidité en devise instantanée à des entreprises pour avoir un cours de change qui soit compétitif, qui reflète le cours du marché en temps réel et non un cours dégradé et pressé par la banque comme elle le souhaite. Et la seconde idée, c'était de donner le pouvoir à des sociétés de piloter leur risque de change et aussi d'arriver à les
sensibiliser à ce sujet. Parce que, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que vous avez des sociétés qui se lancent à l'international. C'est super, je vais travailler à l'international. Un marché en plus, Yahoo, on y va. D'accord, mais comment on y va, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a des mesures qui ont été décrites sur l'assurance crédit en amont. Et nous, on essaye de sensibiliser nos clients et de leur dire, voilà, il faut essayer de comprendre dans quel contexte vous allez effectuer ça et avec qui vous allez travailler. Donc on essaye, vous avez des sociétés aujourd'hui, on parle de la compliance en préambule, il y a des sociétés qui ont des services de compliance dédiés sur la partie paiement pour pallier tout ce qui est fraude au paiement. Donc quels sont les setups qu'ils mettent en place pour éviter les fraudes, pour éviter du coup qu'on envoie un virement vers une mauvaise contrepartie ou qu'on reçoive un virement d'une contrepartie qui est malsaine en fait. Donc on accompagne nos clients où on identifie qu'il y a un manque de connaissances en sujet, on essaie de sensibiliser sur ces sujets-là pour comprennent l'enjeu qui est lié à sur cette partie de fraude de virement. Et sur la partie change, vous avez des sociétés qui se lancent à l'international et qui n'ont pas de notion de qu'est-ce qu'un court budget, quand calculer ma marge avec un cours de change d'une devise étrangère. Et donc on est là pour leur expliquer l'impact que peut avoir la volatilité, le marché des changes sur leur marge commerciale. Donc on fait des stress tests en fait sur des données historiques pour qu'ils comprennent en fait l'enjeu qu'il y a. Alors vous avez des sociétés qui font 20-30 points de marge, donc qui supportent la volatilité du marché et qui le prennent pour elles directement dans leur marge. Mais vous avez des sociétés qui notamment dans le trading de matières premières, où la marge elle est de 1 ou 2%, et dès lors que le marché va bouger de 1 ou 2% sur l'espace de quelques mois, la marge elle a absorbé. Et donc pour ces sociétés-là, ce qu'on leur met à disposition, c'est des outils de couverture. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Les sociétés avec lesquelles on travaille préfèrent forcément les outils qui sont gratuits et qui sont très bien pour répondre à leurs besoins. Et l'idée, c'est de leur bloquer un cours de change aujourd'hui pour des échéances futures. Et comme ça, ils vont s'assurer que à chaque échéance et à chaque fois que l'exportateur est payé, quand il va recevoir le virement de la part de son client, il va pouvoir convertir les livres sterling ou les dollars qu'il a reçus de la part de son client étranger au cours qui aura été convenu, tout en s'assurant de respecter son court budget. Donc on est là pour les sensibiliser à ce sujet et qu'ils prennent conscience de ce qu'est de se lancer à l'international, au-delà des autres enjeux qui ont été couverts en amont, mais par rapport à eux, plus au niveau de la fraude au virement et de leur marge commerciale directe par rapport au marché qu'ils ont gagné. 30 devises. Ouais. Vous avez sûrement des trous dans la raquette. Par exemple, est-ce que vous avez des devises africaines dans vos devises? Oui, on en a. On a des devises africaines qu'on traite aujourd'hui. Alors je les ai pas toutes en tête, mais on doit en avoir 5. Donc on a forcément la plus liquide qui est le rand sud-africain, le franc CFA, donc qui est sur deux pattes, le XAF et le XAF, le dirham marocain et quelques autres encore qu'on a ouverts et qu'on va ouvrir prochainement. Donc on est content de ce setup qui est assez récent pour nous et on est très heureux de pouvoir arriver à travailler avec des devises africaines, puisque c'est un pays qui est en plein essor, où il y a beaucoup de besoins et il y a beaucoup de problématiques de paiement, et notamment dans des grands groupes et des sociétés cotées aujourd'hui qu'on sait adresser, qu'on peut adresser, parce que ce qui est top, c'est qu'on arrive à travailler dans les deux sens. Ce que je veux dire à travailler dans les deux sens, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des euros et que vous voulez envoyer des dirhams marocains au Maroc, c'est super, tout le monde sait le faire, c'est facile, il n'y a pas de souci. Par contre, l'opération inverse, remonter des devises africaines vers la France et vers l'Europe, aujourd'hui c'est quelque chose qui est problématique, qui pose beaucoup de questions et de problèmes à ceux qui exportent vers l'Afrique, ou aussi sur les flux interco. Et nous, on arrive à travailler dans les deux sens, donc à passer de l'euro au dirham marocain et du dirham marocain à l'euro, ou dans les autres devises que je vous ai citées. Et ça, il y a peu d'acteurs aujourd'hui qui le proposent, et peu de banques qui arrivent aussi à accompagner les sociétés sur ce type de problématiques. On n'est pas les seuls à le faire, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais on facilite ce type d'opération, et surtout en termes de date de valeur, ce qui est très important pour les entreprises aujourd'hui. Ok, on va peut-être passer à la séquence questions-réponses avec la salle, s'il y a d'ores et déjà des questions. Ah, une dame là-bas, et ensuite une dame au fond là-bas. Bonjour et merci pour l'intervention. Je suis Vida Bobaï, je suis
je fais le suivi accompagnement des entreprises pour développer, pour les faire développer en fait à l'international, plus particulièrement dans l'export. Et j'avais une question concernant en fait ces échanges. Est-ce que dans votre panoplie de devises, vous avez le digital, c'est-à-dire les devises digitales, genre Bitcoin, etc. Est-ce que vous faites, voilà, par exemple, l'euro, Bitcoin? Non, on ne travaille pas du tout sur les crypto-monnaies aujourd'hui. On s'est posé la question de savoir si on y allait, si on n'y allait pas. Il y a quelques années, on a décidé de ne pas faire le pas. Je pense qu'avec le Libra, la monnaie que vient de lancer Facebook, ça va énormément démocratiser les flux en crypto-monnaie entre particuliers et entre entreprises. Mais on ne voulait pas aller vers quelque chose qu'on ne maîtrisait pas, qui est toujours un petit peu, je pense, assez opaque, dans le sens où quand vous traitez en crypto-monnaie, vous ne savez pas qui est derrière, comment ça a été financé et d'où vient l'argent. Et l'origine des fonds, pour nous aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on veut rester aligné auprès de ce que nous impose notre régulateur. On ne veut pas s'exposer à une quelconque amende ou sanction. Donc on ne souhaite pas être les premiers aujourd'hui à faire le pas, parce qu'il y a un autre marché à servir qui nous convient. Il faut savoir que 95% des entreprises aujourd'hui qui travaillent avec des devises étrangères passent par des banques traditionnelles. Donc il y a 5% qui passent par des acteurs comme Iban First. Donc il y a un marché qui est énorme en France et à aller chercher. Et je pense qu'on souhaite d'abord rester focus sur ce qui nous concerne. Je ne dis pas qu'on n'ira pas. Je pense que le marché des crypto-monnaies évolue très vite, notamment depuis 2 ans. Il y a une volatilité sur ce marché qui est énorme et une augmentation des volumes qui est très conséquent. On a quelques clients qu'on accompagne sur ce type de flux aujourd'hui, mais que sur des monnaies délivrables, donc de l'euro et du dollar, mais pas encore sur de la crypto-monnaie. Mais je pense qu'aujourd'hui, même au sein des banques, il doit y avoir des groupes de travail qui se posent sur la question comment l'intégrer à nos systèmes, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et c'est quelque chose que tout le monde regarde un petit peu pour le moment sans faire le pas. Il y aura un acteur qui fera le pas et qui créera un engouement derrière. Ça j'en suis sûr. Alors je pense essentiellement, à mon avis, sur le Bitcoin et dans un premier temps qui est la monnaie phare des cryptocurrencies. Mais il est peut-être un petit peu tôt, en tout cas pour nous, pour se lancer. On veut vraiment avoir un business sain avant de se tourner vers quelque chose d'un peu plus exotique. Une dame au fond, d'abord. Voilà. Oui. La dame en blanc, là-bas. Monsieur Gerlach, bonjour et merci beaucoup. J'aurais voulu savoir, Iban First intervient à quel niveau dans une transaction internationale et qui est le financier qui vous garantit? Merci. Et en même temps, pour Monsieur Penelier, Monsieur, s'il vous plaît, quand on est un petit PMO, comment on se défend en face de la Commission européenne? Oui, Madame, on n'a pas bien compris la deuxième question. Oui. Comment? Quand on est un petit PMO, comment on se défend en face de la Commission européenne? Ah, comment on se défend en face de la Commission européenne, d'accord. Je vais faire une réponse longue, comme ça vous permettra de préparer la vôtre. Alors, ça va être un peu ennuyant ce que je vais vous dire, mais je vais répondre et je vais essayer de répondre un petit peu à votre question de la manière la plus rapide possible. Iban First, on a un établissement de paiement. Alors, la définition, le principe d'établissement de paiement, c'est un statut qui a été créé en 2009 à travers une commission européenne qui a cassé le monopole des banques sur la partie paiement. Donc, ça veut dire que les banques n'étaient plus les seules à pouvoir faire des paiements. De nouveaux acteurs pouvaient se lancer et accompagner des particuliers ou des entreprises sur ce type de sujet. Et nous... Oui, madame, mais vous m'avez posé une question aussi sur la sécurité des fonds que vous déposez chez nous, et ça sur la partie sur laquelle je suis en train de vous répondre, du coup. Donc, le principe d'un établissement de paiement, c'est d'avoir des comptes ségrégés, et le principe des comptes ségrégés, c'est d'avoir une différenciation entre les fonds propres de la société et des fonds de nos clients. Donc, on travaille
plusieurs banques dépositaires aujourd'hui, et donc tous les fonds que déposent nos clients sont domiciliés physiquement auprès d'une banque dépositaire de première catégorie qui est un établissement de crédit et qui reporte directement auprès de la Banque centrale. Voilà pour la partie sécurisation des fonds. Et donc du coup je passe à l'autre sujet qui vous intéresse plus. Comment se passe une transaction ? Donc on va prendre le cas d'un exportateur puisque c'est le sujet du jour. Donc vous êtes une société française ou européenne, vous avez un compte ouvert chez IBAN First, vous avez un compte en euros. Imaginons que vous avez un client qui est au Royaume-Uni, donc on va vous mettre un compte également à vos dispositions qui sera en livres sterling avec un IBAN dédié. Donc vous allez avoir un RIB avec un compte ouvert chez IBAN First. Ce RIB, vous allez l'attacher à votre facture ou l'envoyer à votre client au Royaume-Uni. Tu dis voilà, coucou, tu me dois 15 000 livres sterling. Merci d'envoyer les livres sterling sur tel numéro de compte. Et à ce moment-là, vous allez lui donner le numéro de compte de votre compte GBP ouvert chez IBAN First. Nous, quelques heures plus tard ou un jour plus tard, en fonction du délai de paiement, on va recevoir les livres sterling qui vont être crédités sur votre compte en livres sterling qui resteront à votre disposition. À ce moment-là, les livres sterling, vous serez en mesure de les convertir en euros. Votre client, il a sa banque, donc votre client, il a peut-être un compte à la Barclays, il va se connecter sur son compte de la Barclays, il a dit voilà, je paye la société en France, il va rentrer comme numéro de compte le compte IBAN First, et les livres sterling vont partir de son compte de la Barclays pour arriver sur le compte en livres sterling du client ouvert chez IBAN First. Et à ce moment-là, le client reçoit les livres sterling chez nous, le client les convertit directement en euros, ou pour les rapatrier sur son compte principal euro, ou pour payer un fournisseur en Europe, ou des salariés en fonction de ses besoins. Est-ce que ça répond clairement à votre question ? Est-ce qu'on peut donner, d'abord, oui, mais je pense que c'est une question technique, mais je crois que vous connaissez par exemple PayPal, c'est ça, c'est en fait, ils ne sont pas dans la transaction, ils assurent juste un tuyau en fait. Si vous voulez, on en discute en détail après, à ce moment-là. D'accord. On va poser. J'ai pas répondu à la question de madame, mais j'avoue que j'ai un peu de mal à en cerner les contours. La Commission européenne a un rôle normatif et les normes s'appliquent à tous. Bien évidemment, les entreprises, les PME, PMI souhaitent avoir le moins de contraintes possible pour pouvoir commercer de manière la plus aisée possible. Mais je n'ai pas d'autre réponse que pour se défendre dans ces cas-là, dans un système comme le nôtre, c'est de fonctionner par le moyen des syndicats d'entreprise, faire son travail de lobby que tout le monde fait pour améliorer les réglementations en cours. Mais il n'y a pas d'autre moyen, à mon sens, dans un système qui est transparent comme le nôtre. D'autre part, j'ajouterais que la Commission européenne, sur certains points, a une intention plus particulière vis-à-vis des PME. Je pense que notamment les critiques qui sont faites vis-à-vis de la France sur les marchés publics et sur l'accès aux marchés publics, si on devait les appliquer de manière assez stricte dans le droit français, ouvrirait un peu plus la porte aux PME, PMI, aux marchés publics. Alors, une toute dernière question, parce que le temps passe. Monsieur, vous avez déjà posé une question tout à l'heure. On va monsieur au milieu, alors. Hop. Une toute dernière question, parce que le temps, malheureusement, passe. Merci. Ma question s'adresse au représentant de IBAN First. Elle est extrêmement simple. C'est est-ce que votre structure s'adresse également à des particuliers? J'ai oublié de me présenter. Gustave Noukege, avocat d'affaires basé à Paris, spécialisé notamment en recouvrement de créances contentieuses et surtout non contentieuses à destination de l'Afrique. Et je pose la question précisément au monsieur parce que on trouve, il m'arrive d'effectuer des missions en Afrique pour des consultants, donc des gens qui vont dans tel pays pour une opération ponctuelle, qui se font payer localement. Vous savez, le taux de bancarisation en Afrique fait que voilà, c'est pas tout le monde qui a nécessairement un compte bancaire. Ils se font payer en espèces localement. Il faut ramener. La deuxième hypothèse, elle est plutôt abracadabrantesque, comme dirait l'autre, à savoir qu'il m'est arrivé, lors d'une mission, de me retrouver chez le débiteur de mon client qui
qui me met une valise d'argent sur la table. Écoutez, maître, je ne manque pas d'argent. Voilà les 350 000 euros que je lui dois. Mais je ne peux pas payer. Si vous pouvez les amener, ça m'ira très bien. Donc, très concrètement... Alors, concrètement, est-ce que vous pouvez aussi... Est-ce que j'aurais pu passer par votre société pour faire remonter cet argent, ou bien est-ce que le consultant qui va ponctuellement dans une mission dans tel ou tel pays d'Afrique peut passer par votre structure pour faire remonter ses revenus C'est une des réalités commerce international aussi. Hein. Alors, nous, chez IBAN First, les valises, on les prend que pour partir en vacances, malheureusement. Donc il n'y a pas de dépôt d'espèces possible chez IBAN First, il n'y a pas de carte bleue liée au compte. On fonctionne que par du virement bancaire international. Donc non, votre valise, on aurait pu vous aider à compter les billets, mais on n'aurait pas pu les créditer sur votre compte, malheureusement. Et puis je pense que ça ne rejoint pas trop les questions de conformité qu'on dû être évoquées un petit peu en amont. C'est comme pour les crypto-monnaies, on ne sait pas d'où ça vient. Hein. Voilà, donc pour les questions de fraude et autres. Ok. Oui, tout à fait, mais bien sûr. Donc du coup sur la partie client particulier, donc si c'est un consultant, normalement en tant que consultant il doit avoir une forme juridique derrière le consultant, donc il pourra tout à fait ouvrir un compte chez IBAN First. Il n'y a pas de souci pour ça. S'il a une mission ponctuelle, on se fera un plaisir de l'accompagner et de l'aider. Après, si c'est pour ouvrir un compte en tant que particulier pur, sans qu'il y ait une société adossée derrière l'entité, notre offre elle est principalement dédiée aujourd'hui à destination des entreprises. On travaille essentiellement sur du B2B, sur des relations de longue durée et de confiance, mais on a aussi des opérations qui sont ponctuelles, des consultants qui partent à l'étranger, ou des personnes qui récemment, hier, on a effectué une opération sur une société française qui a été rachetée, qui a été introduite en bourse au Royaume-Uni. Donc on a ouvert des comptes pour les actionnaires, pour les aider à recevoir les livres sterling et à les convertir en euros. Donc ça fait partie des opérations atypiques sur lesquelles on travaille. On avait accompagné aussi une société qui s'appelle Zenly, qui a été rachetée par Snapchat en dollars. On avait accompagné les actionnaires historiques de la société à recevoir les dollars dans les meilleures conditions pour les convertir en euros, ou on accompagne des sociétés, des particuliers qui déménagent à l'étranger ou qui achètent des voitures à l'étranger. Donc le faire pour 5 000 euros de flux, c'est pas notre métier, c'est pas ce qu'on recherche, parce que on sait pas, il y a d'autres acteurs qui existent qui sont très bien pour ça, mais sur des sommes un peu plus conséquentes, oui, on accompagne des particuliers, on le fait activement, et c'est très intéressant parce que chaque sujet est différent. Ok, malheureusement, on doit arrêter là parce qu'il y a le panel suivant et qui va être très intéressant lui aussi, puisque c'est la séquence nouvelles technologies. Messieurs, je vous remercie. On peut vous applaudir.